Bonjour à tous. Donc, je te laisse commencer ou je peux y aller? Oui, je fais une petite intro et je te laisse la parole. Ok. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants. Désolé pour ce léger retard. Une fois encore, je voudrais vous remercier, chers participants, avoir, euh, pour avoir souhaité nous rejoindre ce matin pour un webinaire au cours duquel nous parlerons du crowdfunding, donc du financement participatif et des enjeux de développement pour l'Afrique. Je voudrais préciser qu'il s'agit du tout dernier webinaire de l'année 2022 organisé par Digital Frontier Institute, en tout cas pour la section en français. Et c'est donc l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité à l'ensemble des événements que nous avons organisés au cours de cette année, que ce soit des webinaires, des conférences ou toute autre activité. Vous voyez nos publications sur LinkedIn, vous interagissez et nous vous sommes infiniment reconnaissants. Donc, le webinaire, en fait, que nous avons choisi d'organiser ce jour, le thème qui porte sur le financement participatif et les enjeux de développement pour l'Afrique. Ce thème a été choisi dans des conditions assez particulières, assez singulières, puisqu'il s'agissait d'une simple recherche Google qui nous a permis de tomber sur un ouvrage écrit par un Africain, un Ivoirien, donc en l'occurrence, M. Jean-Yves Naka. Donc, nous sommes tombés un peu par hasard sur cet ouvrage lors d'une recherche Google et nous avons immédiatement souhaité l'inviter à animer une petite communication afin de mieux comprendre cet outil de financement innovant, en tout cas innovant dans ce sens qu'il s'agit d'un outil de financement digital qui, d'une certaine façon, euh, perturbe, si je peux dire ainsi, disrupt, comme on le dit en anglais, l'écosystème des services financiers et plus particulièrement le financement. Le financement des très petites entreprises et même les grandes entreprises. Donc, nous nous sommes intéressés à cet outil de financement innovant et c'est à ce titre que nous avons voulu inviter M. Jean-Yves Naka, que je présente en un, deux mots. Donc, M. Jean-Yves Naka des nationalités ivoiriennes. Il est le promoteur de la plateforme Gwanzi Invest. Il est également membre de l'African Crowdfunding Association, donc qui est une organisation panafricaine qui assiste un certain nombre d'États, plus de pratiquement 17 régulateurs. Il y a déjà des discussions qui ont été engagées avec 17 régulateurs financiers, justement pour pouvoir mettre en place un cadre sur le financement participatif. Donc, nous avons quand même un panéliste vraiment de high level, comme on le dit en anglais, de très haut niveau. Donc, nous aurons au cours de ce webinaire des enseignements quand même assez riches. Je voudrais préciser à l'endroit des participants, comme vous l'auriez remarqué, que ce webinaire est enregistré. Donc, à la fin du webinaire, nous allons loger l'enregistrement vidéo sur le site Internet de Digital Frontier Institute et sur YouTube. Je voudrais prier les participants de garder leur micro en mode mute et également, pour question de bonne gestion de la bande passante, de bien vouloir désactiver leur vidéo. Pour une fois, nous donnerons la possibilité à nos chers participants de pouvoir interagir avec le panel, donc de pouvoir interagir avec le conférencier. Je voudrais également préciser que nous aurons d'abord une présentation qui sera animée, une présentation de M. Jean-Yves Naka. Ensuite, il y aura une série de questions qui viendront du panel et nous vous donnerons ensuite la parole pour pouvoir poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je voudrais laisser la parole au conférencier pour nous dérouler sa communication. Jean-Yves, tu as la parole. Merci à toi. Merci beaucoup, Maxime. Bonjour à tous. Jean Naka, donc financier, j'exerce aussi bien dans la finance participative que dans les marchés des capitaux africains, plus précisément dans la zone UEMOA. Je suis vraiment très heureux d'être là avec vous ce matin pour changer sur cette thématique qui m'est vraiment très chère. Et j'aimerais d'emblée adresser encore une fois mes chaleureux remerciements à l'équipe de Digital Frontier Institute, en particulier à M. Maxime Nkosi, pour vraiment l'honneur qu'il me fait et qu'il fait au crowdfunding de vraiment partager ce concept et de nous inviter, de nous donner votre éclairage sur ce. Je crois qu'il y a un bruit.
un grand éclairage de ce concept qui est vraiment en train d'émerger en Afrique. Voilà. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler du crowdfunding depuis déjà près de 2 semaines que nous faisons une campagne de promotion de ce webinaire. Il y a certains j'ose imaginer, qui se demandent bien, est-ce que ça existe en Afrique? Est-ce qu'il y a des plateformes à Cotonou? Est-ce qu'il y en a en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans la zone UEMOA, etc. Et c'est pour tout ça qu'on a souhaité se réunir ce matin pour échanger un peu de ça. Si vous avez peut-être remarqué, j'aborde toujours cette tenue, je ne sais pas si vous le voyez, qui est bleue, qui est pour moi qui symbolise la gaieté, qui symbolise aussi, et avec cette chemise blanche, j'ai voulu aussi, parce que lorsque j'ai écrit cet ouvrage, dont on parlera plus en détail tout à l'heure, j'avais voulu créer quelque chose qui puisse aussi attirer l'attention, quelque chose d'assez catchy, quelque chose d'assez flashy et qui puisse me coller à la peau. Parce qu'il faut bien trouver des moyens pour pouvoir rendre visible le concept, mais il faut quand même rendre visible soi-même. Donc, j'avais comme ça cherché en tête quel vêtement je pouvais arborer pour pouvoir vraiment attirer votre attention, à savoir se faire remarquer, etc. Donc, tout bêtement, je suis tombé sur ce costume, qui est un costume 2 pièces, je tiens à le préciser. Et donc, il est de la marque Appiana. Appiana, qui est une marque française développée par deux Africaines deux Françaises d'origine africaine, Ken Moyer, Pamela et Reine, qui, quand elles ont démarré ce projet de couture, elles ont eu besoin de près de 4 300 € pour créer leur entreprise. Et aujourd'hui, cette entreprise a plus de 2 années d'existence, avec 5 collaborateurs. Je mets une chemise de ce Koi Clothing. Koi Clothing, qui est une marque qui nous vient du Kenya, développée par les frères Scott, Jimmy et Alastair. Et ça a demandé un peu plus d'argent, près de 131 000 pounds. Et aujourd'hui, cette entreprise a 5 ans d'existence et emploie 10 personnes. Ce sera difficile de voir les chaussures, mais elles sont aussi aux mêmes couleurs que mes habits. Ce sont des chaussures Kicks que j'ai achetées depuis Abidjan en provenance du Nigeria, à Lagos. Et ces 2 frères, ces 2 amis, Jaidi et Moro Sore, ont eu besoin d'à peu près 18 000 pounds pour créer cette belle entreprise, des belles chaussures, très confortables d'ailleurs, assez casual. Vous voyez, c'est pas nécessairement, je n'ai rien contre, j'aime bien les pailles, mais on sait, ce sont des chaussures qui sont vraiment similaires à toutes les grandes marques qui n'ont pas nécessairement de touches particulières africaines. Là, on est vraiment dans de la compétitivité, quoi. Vraiment, ce sont des chaussures qui peuvent très bien se porter à Londres, au Japon ou en Australie. Et cette aventure avec The Kicks dure depuis 6 ans. Aujourd'hui, Kicks a 8 employés. Donc, si vous voyez bien, ces 3 marques que je porte, vraiment depuis le début de ma campagne, mine de rien, ont eu besoin d'un financement de 187 000 $, une centaine de millions de chez nous, et en 23 collaborateurs. Donc, avec ce financement, ces 3 marques ont réussi à donner du travail à 23 Africains. Je trouve que c'est quand même, je trouve que c'est quand même, ça reflète un peu l'idée aujourd'hui que nous faisons de l'entrepreneuriat en Afrique. On veut pouvoir avoir des entreprises, des jeunes startups qui sont dans des
industries assez stratégiques parce que si aujourd'hui on veut relever le défi de valoriser notre culture africaine, c'est promouvoir un certain nombre de marques qui vont pouvoir nous défendre, qui vont pouvoir défendre nos intérêts dans ces différentes industries, que ce soit dans l'habillement. Dans le cas de figure, je suis dans l'habillement. Mais ce sont 3 entreprises aujourd'hui emblématiques qui défendent les couleurs africaines au niveau mondial. Mais cette aventure que je viens vous parler n'aurait certainement pas vu le jour sans le financement participatif. Parce que, ben oui, l'ensemble de ces entreprises-là ont été levées via les fonds pour créer ces entreprises-là ont été levés grâce à des plateformes de crowdfunding. Quand vous prenez le costume croisé que je porte à Piana, c'est grâce à la plateforme française Ulule que le projet a pu voir le jour. Donc, c'est vrai qu'on a aujourd'hui 5 collaborateurs qui y travaillent, mais c'est grâce à l'appui de 34 personnes que ce projet a pu voir le jour. Quand on prend Koi Clothing, c'est grâce à la plateforme CrowdCurve que les frères Scott ont pu créer ce projet-là, avec l'appui de 95 personnes. Et les chaussures nigériennes ont pu être, cette aventure de Kicks a pu être possible grâce à l'appui de 72 personnes. Donc, c'est un peu ça l'idée du crowdfunding. Se mettre ensemble pour pouvoir appuyer certains entrepreneurs, parce qu'il faut le dire, tout le monde n'a pas vocation à être entrepreneur. Tout le monde n'a pas vocation à être peut-être directeur d'une start-up. Mais chacun à son humble niveau peut pouvoir apporter quelque chose dans le développement d'une entreprise. Et c'est ce qui forme vraiment c'est ce qui contribue dans mon ouvrage à ce que j'appelais la liberté des échanges. Ça appuie cette dynamique de liberté des échanges qui, depuis les temps anciens, a connu un long cheminement jusqu'à ce jour. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire à l'entame de cette présentation. Merci. Merci Jean-Yves pour cette belle présentation qui permet en fait de pouvoir planter le décor. On va peut-être commencer avec quelques questions. Je lance les premières questions avant maintenant de permettre aux participants de poser également leurs questions. Déjà, peut-être que certaines personnes sur ce webinaire ne savent peut-être pas exactement ce que c'est que le crowdfunding. On va peut-être le rappeler très rapidement. Comment déjà définir ce que c'est que le financement participatif, le crowdfunding? En français facile, à quoi cela correspond? Donc, bien, le financement participatif est vraiment l'œuvre, on va dire, de la mobilisation, aussi bien à la fois des particuliers que des professionnels, pour pouvoir donner vie à un projet. C'est une forme de financement qui est basée sur la participation collective de particuliers ou de professionnels au travers d'une campagne de financement participatif. Je dis bien à travers une campagne parce que et une campagne qui se déroule sur une plateforme de financement participatif. Je le dis bien parce que un certain nombre de personnes, souvent dans des petits groupes, des petits comités, arrivent à lever des fonds et appellent abusivement ces fonds levés issus du crowdfunding. Bien que crowdfunding signifie en anglais le financement par la foule, c'est pas le fait de l'association d'un groupe de personnes à travers une association, un groupe d'individus dans un petit groupe qui donne le financement participatif. Les règles sont bien définies. On est dans le cadre d'une campagne de financement participatif qui a lieu sur une plateforme de financement participatif selon des règles du jeu. Généralement,
selon un temps bien imparti, selon des modalités, selon un un règlement édité par la plateforme. Et ensuite, c'est tout. Quand je parle du règlement édicté par la plateforme, il est aussi bien valable pour l'apport que vous allez concéder aux porteurs de projets, que dans la manière dont cette personne va recevoir les fonds qui seront levés. Donc, c'est tout ça qu'on appelle le financement participatif. Toute, toute, toute la chaîne toute la chaîne qui démarre du début de la campagne de financement participatif à la fin de la campagne de financement participatif, qui se traduira par la mise à disposition des fonds levés à l'entrepreneur. Et vous m'avez demandé un peu le public visé. Je dirais que c'est un public plutôt varié qui s'adresse aussi bien à des entrepreneurs, des personnes, des entrepreneurs individuels, des entreprises déjà constituées. Et ça s'adresse aussi à des ONG et à des particuliers, selon les différents types de financement participatif choisis. Donc, un peu pour répondre à votre question. OK, merci Jean-Yves. En fait, peut-être que nous pourrons faire une différence entre le crowdfunding, c'est-à-dire que je crois qu'il y a plusieurs variantes. C'est-à-dire que des fois, il y a du don, des fois, on parle de prêt, des fois, on parle de l'investissement. D'accord? Peut-être que j'aimerais que tu puisses nous décrire le processus opérationnel et plus particulièrement, je sais que les grandes entreprises sont un peu plus habituées, en tout cas en Europe, aux États-Unis et également en Asie, elles sont un peu plus habituées aux plateformes de crowdfunding. Mais aujourd'hui, en Afrique, où la question de l'accès au financement, plus particulièrement des très petites entreprises et des PME qui représentent l'essentiel de la main-d'œuvre, l'essentiel des emplois, comment ces petites entreprises pourraient accéder à des plateformes de crowdfunding pour que cela puisse constituer une véritable alternative par rapport aux banques, aux microfinances, dont les conditions ne sont pas nécessairement les plus accessibles. D'accord, très bien, merci. Donc, comme vous avez un peu dit au début, il y a effectivement trois grandes familles, je dirais, de financement participatif. Dans cet ouvrage, je l'ai voulu simple. Je n'ai pas voulu, on est quand même en train de développer un concept, donc il ne faut pas venir dire qu'il y a au moins 15, parce qu'il y a il y a peut-être 15 variantes de crowdfunding. Moi, j'ai voulu simplifier dans les trois grandes catégories, qui sont le crowdfunding, l'equity crowdfunding, l'investissement, le donation crowdfunding, le don, et le crowdlending, qui est le prêt participatif. Donc, qu'est-ce que c'est que le prêt participatif? C'est le fait d'emprunter de l'argent auprès d'une communauté, alors que jusqu'à présent, on a été habitué, quand on parle de prêt, à aller chez un ami ou enfin chez une connaissance, chez une personne ou à une banque. Là, avec le financement participatif, on est dans du peer-to-peer lending, c'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment aux personnes, mais en général, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à un groupe de personnes. Donc, c'est cette infrastructure qui nous permet de s'adresser à ce groupe en général et la plateforme de crowdlending. C'est assez important et c'est d'ailleurs la forme la plus développée. C'est la forme qui a le plus on va dire, d'intérêt dans les pays développés parce que ça permet à des entreprises déjà constituées, des grandes entreprises surtout. Enfin, le financement participatif ne tape pas des très grandes entreprises, c'est des entreprises des TPME ou des PME, mais elle permet à ces PME-là dans ces grands pays qui n'ont pas de problème pour accéder au financement. Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas nécessairement de problème dans les pays développés pour accéder au financement, pour les PME d'accéder au financement.
Mais une fois que les PME dans les pays développés s'adressent au crowdfunding, c'est parce que celles-ci ont des problèmes avec les banques, ont des problèmes de remboursement, ont eu un antécédent, une historique avec les banques qui font qu'elles ne sont plus nécessairement les bienvenues. Donc, elles ont recours au financement participatif pour pouvoir re-rentrer dans le système. Parce qu'une fois qu'elles auront reçu des fonds, ça permettra de montrer leur bonne foi aux banques, etc. Donc, c'est sur ça que je voulais insister sur le peer-to-peer lending, donc avec plus grand nombre. Le don, bon, comme son nom l'indique, c'est vraiment recevoir de l'argent de quelqu'un de façon, voilà, sans grand intérêt derrière. Mais il y a le don avec contrepartie et le don sans contrepartie. Même en faisant parler son cœur, on peut souvent attendre un petit geste de remerciement, avec contrepartie, comme les plateformes le permettent dans ce cadre-là, où vous pourrez, en échange de l'aide que vous a apporté un donateur, lui exprimer votre remerciement avec une tasse de thé, un t-shirt, une carte postale, vraiment un cadeau symbolique que vous pouvez donner en contrepartie au donateur. Et vous avez le don qui est vraiment sans contrepartie. Un exemple de don sans contrepartie, c'est aujourd'hui, vous contribuez à un SOS ou à des funérailles. Bon, il n'y aura pas nécessairement de contrepartie qui pourrait être apportée pour vous inciter à, à faire parler votre cœur. Vous faites parler votre cœur parce que nécessairement, vous êtes touché par la cause. Versus si c'était une campagne avec contrepartie, ça pouvait être peut-être une campagne peut-être lutte contre la dépigmentation de la peau. C'est un sujet qui est vrai, qui est triste, qui est grave, mais il faut peut-être vous encourager un peu plus à faire parler votre cœur. Donc, si on veut créer un fonds pour des femmes ou des hommes qui ont été victimes par ce fléau-là, on va vous donner peut-être en contrepartie une crème pour la peau, une crème, etc. On va vous donner en tout cas un cadeau qui sera plus symbolique. Le financement participatif par capital, c'est la forme la plus complexe et la moins utilisée dans les formes de financement participatif. Elle est vraiment là pour la création d'emplois. La création d'emplois. La création d'emplois, ce sont des entreprises généralement qui n'existent pas et qui veulent démarrer et qui utilisent ce moyen-là. Une fois que vous voulez démarrer, si vous voulez démarrer votre entreprise en financement participatif, vous avez deux choix. Soit vous demandez un don, vous demandez à la communauté de vous donner de l'argent sans contrepartie, enfin, vraiment, ou bien même avec contrepartie, mais vraiment sur la base du don, ou vous faites un projet et vous cherchez des associés, vous cherchez des partenaires. Dans ce sens-là, vous allez être dans une relation de mariage, si je peux dire. Vous allez vous marier avec vos nouveaux partenaires, vos nouveaux associés. Et ça prendra forme dans le financement participatif. C'est-à-dire qu'en échange de l'apport financier que vont vous apporter les investisseurs, vous allez céder une partie de votre entreprise sous forme d'actions. C'est un peu ça, le financement participatif. Donc, ça a des conditions un peu plus différentes. Là, on est plus regardant, par exemple, sur l'expérience de l'entrepreneur. On ne peut pas demander, par exemple, des états financiers à quelqu'un qui veut entreprendre son entreprise. Là, on est vraiment dans quelque chose qui est totalement risqué. Et c'est la beauté du crowdfunding, c'est de permettre, en fait, à des gens, vraiment aux particuliers, à des professionnels qui veulent accompagner des gens qui sont totalement dans du risque. C'est ça aussi qui est beau dans ce phénomène. Donc, pour répondre à la question de Maxime,
sur comment des PME peuvent recourir à des plateformes, eh bien, comme j'ai dit, tout dépend du niveau de maturité des PME. Si ce sont des PME qui sont matures, qui ont plusieurs années d'existence, qui justifient d'état financier, elles pourront s'orienter sur des plateformes euh, dans qui opèrent dans du crowdfunding, dans du prêt participatif. Parce que là, elles peuvent avoir des états financiers, elles ont certainement déjà établi un certain nombre de transactions. Donc, elles peuvent avoir une estimation de leur futur revenu. Donc, elles pourront avoir des fonds que peut-être les banques ne lui donneraient pas au regard d'un certain nombre de... Parce que, par exemple, les banques souvent vous demandent d'être à jour avec... font des analyses un peu plus poussées, savoir, par exemple, si vous avez déclaré vos salariés, est-ce que vous avez un siège. Le modèle aujourd'hui d'affaires des startups, souvent qui officient depuis leur maison, n'est pas compatible un peu avec l'analyse des risques des banques. Aujourd'hui, il serait pas concevable pour une banque, vous, de pouvoir faire des millions de chiffres d'affaires par mois et de n'y avoir d'employés et de ne pas avoir de siège, de ne pas avoir nécessairement de stock. Vous voyez, et c'est totalement, ils n'arrivent pas à mesurer ce risque-là. Donc déjà, vous ne pouvez, votre dossier ne peut pas être accepté dans une banque. Mais dans une plateforme, par exemple, de crowdlending, ça pourrait être le cas. Et je parlais de niveau de maturité. Quand vous n'avez pas du tout quand vous vraiment vous souhaitez créer votre entreprise sous forme de financement participatif, ben c'est l'equity crowdfunding qui vous le permet. Donc, vous soumettez votre dossier avec votre business plan, le document principal que va vous exiger la plateforme de financement, ce sera votre business plan, le plan d'affaires. Qu'est-ce que vous comptez faire avec l'argent des investisseurs? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et généralement, les plateformes vont vous demander, selon des critères bien précis, généralement en termes de temps, ils vont vous aider à écrire un script et faire une vidéo de présentation de votre entreprise. La vidéo est assez importante, très importante, je dirais, parce que c'est cette vidéo qui va vous permettre de donner, on va donner un visage à votre business plan. On va mettre un nom sur les promoteurs qui sont inscrits sur ce document, et ça va vous permettre d'affiner un peu et de présenter quelques points plus clés, peut-être donner forme, donner peut-être montrer les produits que vous voulez développer sous forme de vidéo. Ça permet de compléter, on va dire, la, 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 la démarche de persuasion que vous êtes en train de faire auprès des investisseurs pour les attirer à s'associer à votre idée et cheminer ensemble. Donc, pour moi, c'est un peu ça, les différentes formes sur lesquelles les entrepreneurs peuvent avoir recours pour donner vie à leur projet. Merci Jean-Yves d'avoir précisé un tout petit peu ces catégories de plateformes de financement participatif. Voilà, donc nous retenons quand même qu'au-delà du don, du prêt, de l'equity, donc le financement en capital, il y a encore plusieurs variantes du crowdfunding, mais on va s'en tenir à cette voie-là. Il y a beaucoup de... Aujourd'hui, vous pouvez entendre parler du crowdfunding immobilier. Vous voyez, je ne sais pas si peut-être vous avez déjà entendu parler du crowdfunding immobilier. C'est-à-dire que vous allez acquérir un bien sous forme grâce au crowdfunding. Mais le crowdfunding immobilier, pour moi, il est dans les deux catégories. Il peut être fait sous forme de prêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites un prêt pour acquérir un bien et
et peut-être que c'est un bien locatif, c'est un bien que déjà à la base, c'est quelque chose de locatif, ce n'était pas pour vous. Donc, avec les revenus que vont gérer les loyers, vous faites un plan de remboursement des, des loyers, mais il peut tout aussi être un projet en equity. Vous pouvez aller acquérir un bien en vous associant à d'autres personnes. Donc, ce serait un bien collectif. Ça peut être un bien individuel que vous prenez à crédit grâce à du crowdlending, et ça peut être un bien que vous partagez avec plusieurs personnes. Donc, c'est pour ça que toutes ces variantes-là rentrent dans, dans une des catégories. Merci Jean-Yves pour cette précision. Je vois déjà beaucoup de questions qui viennent, que nous envoient les participants. Je voudrais les rassurer. J'ai vu des questions sur la réglementation. Voilà, qu'est-ce qui se passe également dans les zones UMOA, CEMAC. On va en parler, je vous rassure qu'il y a des questions qui sont prévues dans ce sens et avec vous, nous pourrons davantage les préciser. Donc, ce que je puise du développement très brillant d'Yves par rapport aux différentes catégories, c'est que nous allons au-delà de 3 et donc il vient de préciser une catégorie supplémentaire qui est le crowdfunding immobilier. Je comprends également que, ça c'était une question que j'avais pour Yves, mais il l'a déjà anticipé, parce que j'allais poser la question de savoir qu'est-ce qui distingue le financement participatif qu'est-ce qui distingue la façon de procéder dans l'instruction d'un dossier bancaire, qu'est-ce qui le distingue du crowdfunding? On a déjà un élément de réponse à travers la première intervention de Yves, c'est que si vous voulez aller vers une banque pour financer un projet qui est celui d'une start-up, vous avez très peu de chances de pouvoir y arriver. Donc, la variante du crowdfunding qui est le crowd equity se prête mieux au jeu, disons, des startups. Mais là, maintenant, j'aimerais peut-être toujours creuser ma question par rapport à ce qui distingue le financement participatif du financement bancaire et plus particulièrement au niveau de l'instruction. Je vais rester sur le lending, puisque le lending, quand même, le lending, quand on observe, quand je lis en fait l'ouvrage de d'Yves sur les enjeux du développement du crowdfunding en Afrique, quand on observe un tout petit peu le process d'analyse des dossiers sur une plateforme de crowdfunding, en tout cas pour ce qui concerne le lending, ça s'apparente un peu à ce qu'on voit déjà, ce qu'on rencontre déjà au sein d'une banque. Alors, la question maintenant est de savoir quelles sont les facilités en fait qui sont offertes. C'est vrai que tout à l'heure, tu as évoqué, par exemple, dans le process d'instruction du crowdfunding, le plan d'affaires, on le retrouve dans une banque. Même pour un projet qui n'est pas un projet de start-up, une banque peut être emmenée à demander un plan d'affaires. Il y a la vidéo de présentation, ça, c'est quand même assez différent. En fait, quelles sont les facilités en fait, qu'offrent les plateformes de crowdlending, je le dirais ainsi, de crowdlending par rapport aux banques commerciales? Merci beaucoup. La grande différence se résume à la garantie. La grande différence, c'est la garantie. Les crowdlending ne vous exigent ni garantie, ni forme d'engagement. Enfin, vous engagez à rembourser le prêt, mais en cas de faillite, il n'y a pas de ressort. Il n'y a pas de ressort, les investisseurs perdent tout. Et c'est ça vraiment la grande différence. Sinon, la plateforme essaie au maximum de recruter en son sein des meilleurs profils. Donc, elle va essayer de faire le même travail que la banque, c'est-à-dire analyser les dossiers, avoir des échanges avec les entrepreneurs, vérifier les états financiers pour voir si l'entreprise est rentable, sur plusieurs exercices, voir l'évolution de cette rentabilité. Ensuite, échanger avec l'équipe, voir le niveau de gouvernance, etc. En tout cas, elle va avoir un travail à peu près similaire que la banque et dirais même peut-être plus que la banque, puisqu'elle ira, parce que ça, c'est plus le comportement des microfinances qui vont qui vont sur le terrain, qui ont des approches un peu plus déjà plus souples que les banques, ils vont s'apparenter à cette même démarche, mais à la différence, ils ne vous demanderont pas de garantie. Donc, c'est ça le risque. Le risque est vraiment
de laisser vraiment les citoyens. Parce que généralement, en crowdlending, les gens vont sur des projets qu'ils connaissent. Ce sont des projets, c'est souvent de leur communauté, de leur ville, de leur quartier. Il veut vraiment donner, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir la boulangerie du quartier qui va fermer, qui est en cessation de paiement, parce que par exemple, vous connaissez, non seulement vous connaissez le boulanger, vous connaissez les gens qui y travaillent, donc vous avez envie de faire quelque chose, peut-être pour cette boulangerie-là, parce que ça va vous coûter plus cher, en fait, d'aller plus loin. Donc, aujourd'hui, même à contribuer un peu d'argent pour que cette boulangerie continue d'exister, vous coûtera moins cher voilà, que changer de boulangerie, aller plus loin, etc. Parce que c'est quelque chose, c'est une action que vous le faites au quotidien. Bon, donc, le financement participatif par co-lending vous permettra de réaliser, de réaliser ce désir. Et c'est un peu comme ça dans tous les cas de financement participatif, des campagnes de crowdfunding. Vous aurez tendance à investir déjà dans quelque chose que vous connaissez. Donc, dans quelque chose dont vous savez que vous pourrez, vous allez être remboursé. Donc, fallait permettre un mécanisme qui permet, quand vous êtes sûr que vous allez être remboursé, qui permet que le porteur de projet lui-même ait la possibilité de lancer son projet, donc sans garantie, parce qu'avec la garantie, c'est ce qu'il ne peut pas faire. C'est un peu ça la grande différence avec les plateformes, les banques, pardon. Merci Jean-Yves. J'ai bien compris en fait que la principale différence entre disons, l'instruction d'un dossier de crédit au niveau d'une banque commerciale et, disons, l'instruction d'une demande de financement sur une plateforme de crowdlending, la principale différence, c'est qu'au niveau d'une banque, pardon, d'une plateforme de crowdfunding, on ne va pas nécessairement exiger une garantie immobilière parce que derrière, il y a en fait une division du risque qui est prise. On fait appel à beaucoup de petits porteurs. Alors, à ce niveau, bon, il y a également un élément que j'oubliais, c'est qu'on finance en général, on accepte en fait financer le projet de quelqu'un qu'on connaît. Enfin, là, tu as évoqué le boulanger du quartier. Donc là, en fait, ça appelle de ma part deux questions. Je voudrais prier notre ami Techno Nova de bien vouloir désactiver sa vidéo, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, ça appelle de ma part deux questions. Déjà, quel est le montant? Quel est le montant? Parce qu'il faut quand même pouvoir apprécier le niveau de risque que prennent les prêteurs. Quel est le montant qu'aujourd'hui qu'on peut investir qu'on peut prêter, pardon, sur une plateforme de crowdfunding en tant qu'individu? Ça, c'est la première question. Et peut-être que j'en aurai même trois. La deuxième question, c'est de savoir, alors, le boulanger du quartier, on se connaît un peu en Afrique. On n'a pas envie que les gens voient clair dans mon projet. En plus, rien ne dit que je serai financé. Et là, tout le monde. Parce qu'il s'agit en fait de présenter le projet à la foule. Comment en fait on adresse ce risque de perte disons, de fuite d'informations lorsque le projet va être logé sur la plateforme de crowdfunding et aussi quel est le taux d'approbation? Parce que le taux d'approbation va peut-être me motiver aussi à aller sur la plateforme. Si un taux d'approbation des dossiers sur une plateforme de crowdfunding est très faible, cela voudrait dire qu'il y a de fortes chances que mon dossier ne soit pas financé et que mon idée soit entre griffes, que mon idée soit volée. Donc, voilà plusieurs questions en fait que je voudrais t'adresser. Alors, la fuite d'informations est un risque, mais aussi c'est aussi, pour moi, c'est pas quelque chose à voir de façon négative. On parle de fuiter par rapport à qui? Fuiter parce qu'à partir du moment où vous partagez vous publiez votre projet sur une plateforme de crowdfunding qui n'est pas publiée, on n'a pas eu de fuite d'informations. C'est comme si aujourd'hui, vous allez donner un projet à une banque pour financer.
et qu'elle ne finance pas. Il n'y aura pas non plus de fuite d'informations. C'est une relation qui est assez confidentielle avec les dirigeants de la plateforme de crowdfunding. À partir du moment où votre projet est publié, on peut parler de partage d'informations. Mais généralement, l'entrepreneur qui partage son projet, c'est parce qu'il sait que il est le meilleur en fait à réaliser. C'est lui qui va faire la différence. Ce n'est pas tant le projet. Si vous regardez aujourd'hui presque tous les projets qui sont en financement participatif, ils sont certes innovants, mais ils sont là pour résoudre des problèmes. Il y a, là, j'ai en mémoire Piment Cam, qui est une entreprise au Cameroun qui fait du piment, comme son nom l'indique, et qui a partagé sa stratégie, son idée de comment elle fait son piment, comment elle veut la commercialiser, etc. Donc, mais tout le monde avant même qu'elle publie ce projet, là, tout le monde sait comment on fait du piment. La particularité, c'est Piment Cam. Cette marque qui a été créée, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas voler totalement Piment Cam, parce que Piment Cam a une histoire, c'est Piment Cam. Donc, je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est ça qui est au-dessus de tout. Il n'y a pas vraiment, faut pas qu'on parle de fuite d'informations. On va me voler mon idée. Aujourd'hui, vous cherchez des partenaires. Donc, à partir du moment où... mais le point que vous avez souligné est très important. Parce que je suis aussi, je vous ai dit que je suis dans la finance de marché financier. C'est aussi un aspect qu'on retrouve dans des grandes entreprises, pas que les startups. La question de disclosure, la publication de ces informations. Les entreprises n'aiment pas partager les informations. On se dit que ce sont mes informations liées à la concurrence. Là, on parlait de voler son... Là, quand on est dans le cas d'une petite entreprise, d'une start-up, elle se dit, je vais être volée, mon idée va être volée par une autre petite start-up qui va la développer à ma place. Mais quand on parle de grandes entreprises, on parle de, elles vont me voler mon idée, mon concurrent va voler mon idée pour augmenter ses parts de marché et moi faire baisser mes parts de marché. Donc, la fuite d'informations est dans notre culture encore un handicap. Je vois ça comme un handicap parce qu'il faut pouvoir prendre ça comme une force et savoir communiquer, savoir partager ces informations pour acquérir de nouveaux partenaires. Donc, pour moi, c'est fondamental. Et le taux d'approbation, pour moi, n'est pas une question de... Pour moi, ce n'est pas un point faible. C'est même une transparence. Et cette transparence est une des qualités du financement participatif. Au financement participatif, on est transparent sur tout. Sur le nombre de projets financés, le nombre de projets rejetés, lorsqu'on fait une campagne de financement participatif, on a un objectif de campagne. Si l'entrepreneur, le porteur de projet a eu plus d'argent que possible, plus d'argent que prévu, ça sera communiqué au grand public. Donc, on est transparent sur tout. Transparent sur la gouvernance de l'entreprise, sur les chiffres de l'entreprise. C'est ce qui qualifie, c'est ce qui caractérise aussi le financement participatif, la transparence. Et comme vous savez, la transparence fait partie vraiment du développement. À partir du moment où on est transparent, on n'a rien à se cacher. Tout le monde est au même niveau d'information, etc. Donc, pour répondre un peu à la question. Merci Jean-Yves. En fait, je levais la main peut-être pour préciser quelque chose. C'est vrai faire du piment, c'est vrai faire du piment, voilà. Il y a un process standard pour pouvoir le faire, mais les idées ne sont pas toujours les idées ne sont pas toujours les mêmes. Il y a parfois des projets innovants, même au niveau des banques, pour une activité assez classique telle que la transformation d'ananas, le choix des équipements peut différer d'un promoteur à l'autre. Et
il y a quelque chose qui est important aussi de savoir. C'est quoi? C'est que euh, du côté d'une banque, du côté d'une banque, toutes les personnes qui participent à l'instruction d'un dossier de crédit sont tenues au secret professionnel. Tandis qu'ici, sur une plateforme de crowdfunding, on a un projet qui doit être présenté à la foule. C'est-à-dire que lorsque vous, au niveau de la plateforme de crowdfunding, vous avez fait un premier check-in, avant d'appeler la foule, à investir ou à prêter de l'argent à ce projet, c'est que vous avez une note au moins de présentation de ce projet. Donc, il y a quand même de l'information que quelqu'un qui a un projet assez particulier, il y a quand même de l'information qu'il risque de mettre à disposition du grand public pour raison de transparence. Et c'était pour ça que je posais la question. Taux d'approbation. Si le taux d'approbation est faible, il y a des chances que mon idée, à la fin, soit connue du grand public. Donc, il y a certaines activités où il y a des informations commerciales qu'on souhaite cacher, le fournisseur, le process commercial, on appelle les procédés commerciaux, les procédés de transformation industrielle. Donc, voilà comment, en fait, au niveau d'une plateforme de crowdfunding, les informations qui iraient à la foule, comment on fait en sorte que ces informations-là ne soient pas, disons, récupérées et, en fait, copiées. Donc, les informations qui sont partagées avec la foule sont les informations qui ont été décidées par le promoteur de projet. Ce sont les informations qu'il a décidé que ce soit partagé avec la foule. La note d'information qu'il fera à la plateforme sera pour la plateforme, qui va lui permettre d'autoriser ou non la publication de ce projet. La plateforme n'a pas le droit d'utiliser vos informations, de divulguer vos informations à autrui. Et vous pouvez saisir la traîner devant les tribunaux pour ça, parce que ça ne fait pas partie du contrat. Vous signez une clause de confidentialité, que votre projet soit reçu ou pas, elle n'a pas le droit de partager votre idée. Ce qui est ensuite publié à la plateforme, c'est ce que vous avez autorisé. Donc, à partir du moment où vous autorisez que ces dossiers soient partagés, oui, là, dans ce cas-là, on a moi, j'investis, je suis assez actif dans ce domaine-là. Donc, une fois que je suis sur une campagne, je télécharge les documents pour moi. Moi, je les télécharge pour moi, effectivement, pour analyser. Souvent, j'envoie ça sur WhatsApp parce que je veux le télécharger pour moi, après pour envoyer à WhatsApp à certains amis. Qu'est-ce que tu en penses de ce projet, etc. Mais ça, ce sont des projets, ce sont des documents que a voulu, en tout cas, qu'a permis l'entreprise. Merci Jean-Yves. Nous allons prendre deux questions venant des participants. Donc, je vais autoriser tour à tour d'abord Bernard Maoumou et ensuite M. Kéon Garcien. Donc, on va commencer d'abord par Bernard Maoumou qui a levé la main. On prend d'abord les deux premières questions et je continue avec mes questions. Monsieur Bernard Maoumou, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK. Merci beaucoup, Maxime. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. OK. Merci beaucoup, Maxime, pour cette initiative. Et merci à Jean-Yves Naka pour la brillante présentation. J'avoue que quand M. Jean-Yves Naka a commencé, je pensais être dans un défilé de mode. Mais il nous a capté par son storytelling. Vraiment, merci beaucoup et félicitations. Nous sommes impatients d'avoir un exemplaire du livre. Je ne sais pas si c'est disponible en ligne, pardon. En ligne, oui, c'est disponible. OK. Merci. En tout cas, toutes mes félicitations. Hein. Merci. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec vous que le crowdfunding est vraiment un moyen aujourd'hui pour combler le déficit de financement des micro et SMEs, qui est estimé à 22% du PIB par le SMEs Forum de AFC. Donc, aujourd'hui, il y a néanmoins des contraintes, surtout culturelles. Je pense que M. Lokossi en a parlé en parlant de fuite d'informations parce qu'on est très jaloux en Afrique de nos business plans. Et il y a, je dirais, un comportement
non honorables, même de la part de certaines autorités, par exemple. On a vécu des cas en Guinée particulièrement où vous aviez des jeunes qui avaient des idées d'entreprise, ils sont allés voir des autorités et malheureusement, certaines personnes dans le circuit ont volé l'idée. Là, on a perdu On a Bernard vécu ces Monteil. cas ici, à plus forte raison de sur une plateforme. Hello? Oui, c'est Oui, bon. Bernard, on vous avait perdu quelques secondes. Sinon, là, c'est bon. Vous parlez d'idées qui peuvent être volées Ma dans un préoccupation, circuit. exact. Ma préoccupation culturelle porte sur les mécanismes d'assurance des investisseurs, des personnes qui viennent souvent sur ces plateformes-là, parce qu'on a, historiquement, on a eu des cas de faillite de microfinance en Guinée. Je pense que dans la sous-région, d'ailleurs, il y a plusieurs structures de, de financement qui ont quand même connu des faillites avec des personnes qui ont perdu leurs fonds. Et il y a cette réticence souvent au niveau de la population, même pour bancariser aujourd'hui la population, c'est l'une des contraintes aujourd'hui. Les gens préfèrent des mécanismes informels aux mécanismes formels. Donc, concrètement, avec la crowdfunding, au-delà de l'éducation financière qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des mécanismes de garantie vraiment pour assurer les investisseurs pour le recouvrement des montants investis dans les projets sur ces plateformes? Et je ne sais pas si vous avez une plateforme à conseiller en Afrique, parce que particulièrement, j'ai un ami qui est dans le monde artistique. C'est un chanteur, c'est un artiste gospel. Je lui ai suggéré de faire du crowdfunding pour financer son album. Nous sommes dans des discussions. J'ai même une réunion avec lui la semaine prochaine. Je ne sais pas si on peut vous contacter ou bien comment faire, quels sont les réseaux qu'on peut aborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Mahmoud Bernard. Monsieur Lekoussi. Effectivement, la question de perdre ces fonds en partie ou totale est cruciale en financement, de façon générale dans l'entrepreneuriat, mais plus dans le financement participatif. Puisque nous permettons, le financement participatif permet le financement d'entreprises qui n'ont pas vu, qui n'existaient pas avant. Donc, on n'a aucun moyen de savoir si ce projet-là va connaître le jour. Et pour moi, c'est encore plus compliqué quand on travaille déjà avec des entreprises, vous voyez, numériques, informatiques, etc. Parce que quand on prend une entreprise classique, je ne sais pas moi, une pizzeria qui veut se lancer dans du business, si jamais l'entreprise échoue, si jamais l'entreprise venait à échouer, ben vous avez quelque chose, des fours, des chaises, des tables, des ordinateurs, vraiment, puisque ces genres de business-là sont des business assez classiques dans lesquels on a besoin d'investir dans des biens d'équipement pour créer de la plus-value. Mais aujourd'hui, une grande partie des projets qui sont financés grâce au financement participatif sont sur des projets un peu numériques, start-up, technologiques, etc. Mais il n'y a absolument rien en cas de faillite. Il n'y a même pas un stylo, puisque vous avez investi dans un logiciel qui n'a pas donné de résultat. Donc, la valeur de votre entreprise est de zéro. Donc, c'est extrêmement risqué. C'est pour ça que quand vous parlez de ces risques de faillite, tout ça, je suis d'autant plus d'accord parce que là, on est en train de financer l'innovation. La difficulté du financement participatif, c'est que il n'y a pas de moyen de garantie. On ne peut pas vous garantir de remboursement ou on ne peut pas vous garantir qu'un projet va connaître le succès. Parce qu'en réalité, c'est de ça qu'on parle. Vous allez, dans le cas de financement, dans le cas de l'equity crowdfunding, si vous investissez dans une certaine entreprise, vous espérez être rémunéré de cette entreprise de deux façons. Vendre les actions
de vos actions que vous détiendrez peut-être dans 5 ans, parce qu'en temps, l'entreprise aura pris de la valeur, il y aura eu de nouveaux actionnaires, etc. Et vous allez vendre, vous faites une plus-value intéressante. Ou espérer attendre des dividendes d'une entreprise, de l'entreprise, quand l'entreprise va partager ses dividendes dans des années à venir. Donc, voilà un peu comment vous allez rémunérer votre investissement. Un peu, si je peux parler ainsi. Donc, il n'y a aucun moyen qui vous garantit, qui vous le garantit. Donc, voilà pourquoi il était important pour moi d'écrire cet ouvrage, pour expliquer aux gens que non, il faut vraiment faire attention dans ce que vous investissez. Parce qu'il faut vraiment savoir le projet dans lequel vous allez mettre votre argent. Vous avez parlé d'un ami qui sort un disque. Eh bien, si il sort un disque, et vous voyez que c'est un artiste qui a déjà eu un historique, qui a déjà sorti des disques, déjà dans le passé, qui a fait des concerts, etc. Donc cet artiste a une image à préserver, une image à améliorer, il a des engagements avec d'autres partenaires. Donc si vous investissez dans sa campagne de production, vous pourrez être garanti que vous allez avoir votre disque en retour de l'investissement que que vous lui aurez apporté sur la base de son historique. C'est sur cette base-là que vous allez vous baser. Et la base des témoignages, peut-être ils vont vous contacter en tant qu'ami. Vous allez dire, oui, c'est un très bon ami, c'est quelqu'un de confiance, peut-être il a 2 enfants, il est marié, etc. Vous allez donner autant d'éléments qui vont vous permettre d'avoir confiance dans le profil de celui qui fait la campagne de financement participatif. Donc, pour moi, c'est très important de sélectionner d'abord la plateforme qui accompagne, parce que généralement, les bonnes plateformes ont l'habitude, enfin les bonnes plateformes, celles qui ont l'habitude de financer des projets, sont des plateformes qui ont de bons dirigeants. Donc ces dirigeants-là ont le flair, ils connaissent les bons projets, ils savent éliminer les mauvais projets, ils ont des bonnes analyses. C'est-à-dire le système est bien outillé à filtrer les mauvais grains. Ensuite, vous allez aller sur des projets qui vous sont déjà qui vous sont chers et que vous avez peut-être déjà une certaine connaissance de l'industrie dans laquelle évolue le promoteur de projet, que ce soit musical, que ce soit culinaire. En tout cas, c'est une industrie que vous maîtrisez. Et donc, avec les informations qui vous sont publiées, vous êtes à même de savoir que c'est un projet qui verra le jour, qui ne verra pas le jour. Et ensuite, l'une des dernières recommandations que nous donnons aux investisseurs, c'est de ne pas tout investir son argent. Il ne faut pas miser totalement son argent. Et c'est pour ça que d'autant plus, bon, comme on parlera de la régulation tout à l'heure, en l'absence de régulation, parce que la régulation dans tous les pays développés impose à toutes les plateformes, avant de pouvoir financer un projet, vous impose de divulguer cette information, ce risque-là, cette notion de risque, c'est-à-dire cette possibilité de risque-là, vous devez informer le prospect. Il y a un risque de perte d'argent. Est-ce que vous voulez continuer ou vous ne voulez pas continuer? De sorte à ce que les uns et les autres savent dans quoi ils s'engagent, qu'il y a potentiellement un risque de perte. Donc, voulez-vous vous engager ou voulez-vous ne pas investir? Et ensuite, on vous demandera d'avoir une stratégie qui est un peu plus prudente, à savoir si vous avez quel est votre niveau d'investissement. Si vous avez 100 000 à placer, mieux vous mettre 10 000 dans 10 entreprises que 100 000 dans une seule entreprise. C'est ces genres de conseils-là qu'on a tendance à partager. Merci, Monsieur Mahmoud. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup.
Je reviendrai plus tard. D'accord, d'accord. Merci Bernard, merci Jean-Yves. Je vais laisser la parole à Monsieur Kenyon Gratien. Il a posé beaucoup de questions très intéressantes dans le chat box. Je vais lui laisser la parole. Et puis après, je laisserai la parole à Ulrich Adoutsiba avant qu'on évolue sur des questions sur le cadre réglementaire. Donc, Monsieur Kenyon Gratien, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien. Parfaitement. Bonjour, Monsieur Le Cossi. Merci pour cette organisation. Monsieur Jean-Yves, on a eu échangé vite fait sur LinkedIn quand j'ai eu acheté votre ouvrage. Et je vous félicite encore pour l'ouvrage parce que sur le marché africain, on n'a pas beaucoup d'ouvrages au fait, dans ce sens. Merci. Et j'aimerais partager au fait vite fait, quelques points avec vous parce que voilà, je suis je suis un développeur ici d'énergie renouvelable en France avec qui je travaille. Donc, le financement de projet, j'ai eu à le pratiquer côté demandeur de fonds, c'est-à-dire côté entreprise. Et c'est vrai que la confiance, elle est capitale. La confiance dans le projet, elle est capitale parce que quand on ne croit pas à ce projet-là, c'est compliqué de participer à ce type de financement parce que le risque de perte de capital est assez élevé. Donc, ici, souvent, parce que c'est pour répondre aussi, pour vous aider à répondre à quelques questions aussi, la masse, comme on dit, quelles sont les informations qu'on partage? C'est l'entreprise qui dit, bon, en fait, il y a un template où on dit, OK, telle information, on ne le partage pas, mais vous le gardez pour vous en tant que plateforme. Les informations que vous partagez, c'est surtout sur l'activité de l'entreprise et ce à quoi les capitaux vont servir, au fait. Donc, on ne rentre pas dans les détails parce que, voilà, c'est vraiment des choses confidentielles et surtout qu'on sait qu'en Afrique, on a souvent intérêt et au fait, on a souvent cette volonté de garder des informations pour nous parce qu'on ne veut pas que le voisin sache ce qu'on fait. Et je profite aussi pour aborder en même temps le sujet du blanchiment d'argent parce que j'ai vu ça passer vite fait, les gens qui ont parlé de blanchiment d'argent. Ici, souvent, il y a dans l'équipe de la société qui détient la plateforme, il y a des équipes conformité qui essaient de poser énormément de questions sur la provenance de l'argent, ce que vous faites en tant que, voilà, de façon professionnelle. Vos revenus viennent d'où? En fait, du fait que c'est difficile au fait de leur cacher ces informations-là. Mais bon, en Afrique, c'est pourquoi je vais revenir en fin de partie sur mes questions. C'est souvent, en fait, cette question de financement de projet. Moi, je l'ai étudié plusieurs fois en Afrique parce que, voilà, on a des petits projets qui ne sont pas de gros tickets, hein, des petits projets qui ont vraiment besoin de financement. Mais la réglementation est tellement que on n'arrive pas en fait à satisfaire ces entreprises-là. Et on sait que c'est les entreprises comme ça qui font en fait la taille des pays africains, qui font l'économie des pays africains. Donc, je repartirai sur mes questions qui sont, j'ai lu votre ouvrage, je n'ai pas terminé, mais vous êtes plutôt sur le marché CEMAC, c'est-à-dire le marché de l'Afrique centrale. Est-ce qu'il y a aussi des travaux qui sont en cours de façon parallèle sur le marché ou le mois, par exemple, pour voilà, avoir une réglementation commune à ce marché pour qu'une entreprise qui ouvre au Bénin ait les mêmes procédures ou le même droit, les mêmes devoirs qu'une entreprise qui ouvre, par exemple, au Sénégal? Est-ce que ce travail-là est fait ou est-ce que c'est en cours où il faut finir d'abord le côté CEMAC avant d'aborder le côté UEMOA? Parce que je sais qu'il y a des entreprises de côté camerounais qui sont créées en fait sous forme de plateforme et qui lèvent énormément de fonds. Et la garantie, je vais essayer d'aborder la question de garantie parce que vous avez apporté votre réponse qui est assez complète sur le sujet. En fait, c'est ça la différence entre la banque, les banques commerciales et et la plateforme. Parce que la banque commerciale, surtout en Afrique, on demande des garanties qui dépassent même au fait souvent ce qu'on demande en tant qu'enveloppe au fait. Les banques demandent beaucoup de garanties, alors que les petits entrepreneurs n'ont pas cette garantie-là. S'ils avaient cette garantie, ils ne vont pas faire recours à la banque. Donc, c'est le risque au fait que prend l'investisseur qui investit sur une plateforme de dire, OK, je n'ai pas de garantie, mais je crois à ce projet-là. Je fais confiance au promoteur du projet. Il a une expérience dans le domaine une solide expérience dans le domaine, donc je peux lui confier mon argent.
Et il faut savoir que quand ça ne marche pas, voilà, comme ça arrive dans voilà, 1% ou 2% des cas, il n'y a pas de, le sponsor, c'est-à-dire celui qui a le projet, le porteur du projet, n'est pas tenu directement traîné devant la justice parce que les conventions sont claires dès le début. Quand tu investis, tu sais que tu peux perdre la totalité, partiellement la totalité de ton investissement. Donc vraiment, je pense que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Ceux qui participent ici maîtrisent ce sujet, mais nos parents qui sont au village ou nos petits frères qui ne sont pas dans le domaine ne maîtrisent pas ce goût du risque. Donc, voilà voilà, mon apport au fait à ce sujet. Donc, ma question, c'est toujours par rapport à la réglementation, parce que c'est important. Quelle est la réglementation actuellement dans l'espace? Vous allez faire un petit débrief sur le marché CEMAC. Et si possible, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le côté ouest africain ou d'autres marchés parallèles au fait qui peuvent nous permettre au fait de mettre en place des plateformes comme ça pour participer au fait à l'essor de nos économies. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Kenyon. Merci, Monsieur Eklou. Je pense, Jean-Yves, que nous pouvons déjà anticiper sur les aspects réglementaires. On l'avait prévu, mais à travers cette question, on peut déjà commencer par anticiper sur la mise en place des cadres réglementaires du crowdfunding en Afrique. Donc, je crois que tu peux déjà commencer par répondre à cette question. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très brillante remarque. Si c'était dans si je peux me permettre de vous poser une question, parce que vous m'avez dit que vous avez été déjà promoteur de projets qui avaient sollicité une plateforme pour un financement participatif. Juste savoir quelle était l'industrie, ou c'était du financement en prêt, en don ou en capital. Monsieur Kenyon, vous êtes là? Alors, vous recevez? Oui, je dis que c'était quand vous avez levé des fonds, c'était en capital, en don ou en prêt? Comme c'était en capital, parce que ici, en fait, je suis dans les énergies renouvelables. D'accord. Je travaille pour un développeur d'énergie renouvelable et les plateformes directement, en fait, créent une société qui représente la masse et qui détiennent directement, en fait, un pourcentage dans dans le capital. C'est ça. Créer une holding. C'est ça. Donc, effectivement, la question de la réglementation est très clé. Est très clé, elle est très importante pour le développement de la finance participative en Afrique. Aujourd'hui, on a en 2020, là qu'on commençait vraiment à être mis sur pied des régulations au Maroc, en Tunisie, au Nigeria, en île Maurice. On a une poignée de pays, près de 5 pays, qui ont emboîté le pas de la réglementation. Mais on ne va pas lancer la pierre aux autres pays qui n'ont pas encore vraiment avancé sur ces questions-là. Parce que les autres pays ne fonctionnent pas nécessairement comme ces mêmes modèles-là. Le Maroc, à lui seul, est maître de sa juridiction. Il est dans une juridiction dans son pays et il est maître de ses décisions. Les pays en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest sont dans une zone qu'on appelle l'OADA. Et donc, vous vous rendrez compte que quand on est dans des zones, pour changer des régulations, il y a énormément de travaux qui doivent être mis en place, énormément de commissions qui doivent se mettre. Donc, ça rend l'agilité de ces institutions-là moins flexibles enfin plus lourdes, elles sont moins agiles que dans d'autres pays comme le Maroc et la Tunisie, qui déjà sont déjà en retard par rapport au reste du monde. Il faut quand même le préciser. La zone UEMOA, à ce jour, de façon générale, le crowdfunding a 3 modes de financement: le don, l'equity et le prêt. Tout ce qui est prêt relève de la Banque centrale. Tout ce qui est émission de crédit relève de la Banque centrale. Et donc, la Banque centrale a le monopole de cette activité-là et a déjà des critères bien définis pour pouvoir être constitué comme un acteur, soit banque, soit microfinance, etc., pour pouvoir
émettent des crédits. Donc, à ce niveau-là, les formes de financement participatif en prêt dans ces deux zones dont je vous ai citées sont interdites. Elles sont totalement illégales. Donc, c'est ce qui peut vous faire comprendre qu'à ce jour, il n'y a pas encore eu de société de financement, de plateforme de financement participatif en prêt dans ces zones-là, parce que c'est une activité qui est totalement interdite. Le prêt, l'equity crowdfunding, s'apparente, en tout cas, se rapprocherait à ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. L'appel public à l'épargne est défini par un certain nombre à partir du moment où vous demandez vous sollicitez la contribution financière du public, passer 100 personnes, on rentre dans ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. Passer 100 personnes. Donc, en dessous de 100 personnes, même si on a beaucoup de personnes, on n'est pas dans l'appel public à l'épargne. Et donc, on n'est pas illégal. Quand vous êtes en dessous quand vous passez à plus de 50 millions, vous rentrez dans la zone de l'appel public à l'épargne. Et l'appel public à l'épargne est un champ qui est régulé déjà par les autorités de régulation des marchés financiers. Et chacune des zones de l'UEMOA et de la zone CEMAC a en son sein des agences de régulation propres. Et donc, ces agences-là, à ce jour, en tout cas en Afrique de l'Ouest, n'ont pas encore eu une approche spécifique pour les financements participatifs. Aujourd'hui, depuis quelques mois, et avec tous les efforts de lobbying que nous avons faits auprès de la Consumaf et auprès des autorités on avait eu des échanges déjà, mais avec les efforts qu'on a fait avec notre ouvrage, le lobbying, et aussi, il faut dire, avec tout ce qu'il y a eu comme dans tous les démêlés qu'il y a eu avec la Centrafrique, pour tout ce qui était Bitcoin, je ne sais pas si vous avez entendu que le pays avait dit qu'ils admettaient les Bitcoins, pourtant ils sont dans une zone et ça n'avait pas encore été accepté par les autorités du marché financier. La Consumaf a été obligée, dans l'urgence, de réguler, je peux dire, les plateformes de financement participatif. Mais à ce jour, la Consumaf n'a pas encore donné de critères clairs. Et à ce jour, il n'y a pas encore eu de sociétés qui sont régulées, des plateformes qui sont régulées par la Consumaf. La Banque centrale, la BEAC et la BCAO, Banque centrale d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, sont, avec nos différents échanges, on réfléchit sur la question, mais n'ont pas encore officialisé leur position sur cette question. Ils n'ont pas encore, réglementé les plateformes de financement participatif. Et que ça soit aussi au niveau des marchés financiers africains de l'Ouest, c'est pareil, des travaux sont en cours et rien n'a été fait. Donc, vous voyez que c'est un problème. C'est un problème. Et voilà pourquoi on a sorti cet ouvrage pour pouvoir attirer leur attention sur l'urgence que ça représente. Parce que, pourquoi c'est urgent? Je vous ai dit que l'appel public à l'épargne, aujourd'hui, on peut faire du financement participatif en capital, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, en n'étant pas dans l'appel public à l'épargne. Et là, on ne serait pas illégal, donc on peut pouvoir exercer cette activité en respectant ces critères. Moins de 100 personnes pour les campagnes. Par exemple, la plateforme que j'ai cofondée, Goinchi Investissement, se développe au Cameroun et n'est pas inquiétée par les régulations. Bien qu'on n'ait pas de régulation propre à la finance participative, mais on n'est pas non plus illégal parce que en régulation, on peut dire qu'il y a 3 statuts. Il y a
légal, c'est régulé, vous êtes non régulé et vous êtes soit illégal ou légal. C'est-à-dire qu'il y a la question de la légalité et puis il y a la question de la régulation. C'est vrai que ce n'est pas régulé, mais ce n'est pas illégal. Donc, on peut exercer, mais en exerçant, comme il n'y a pas eu de guide qui donne des critères assez, un peu, je peux dire, standards pour toute l'industrie, chaque plateforme y va elle fait ce qu'elle veut, elle met les critères qu'elle veut, donc elle met en danger souvent des investisseurs. Voilà pourquoi j'ai essayé de sensibiliser ces acteurs sur ce risque. Quand vous parliez de régulation, aujourd'hui, la régulation est à un niveau africain. Il y a une régulation africaine qui est développée par l'African Crowdfunding Association. C'est vrai que c'est pas une association comme les autres qui veut seulement avoir des membres et faire du lobbying pour donner plus de place dans le dispositif du financement des États au financement participatif. Elle ne fait pas que ça. Elle fait aujourd'hui, elle a développé un outil de surveillance des plateformes de financement participatif et a développé des labels pour permettre justement aux investisseurs, aux donateurs, si vous faites la différence, enfin, si vous avez remarqué, je fais beaucoup la différence entre investisseurs et donateurs. Au crowdfunding, on a tendance à appeler investisseurs des personnes qui viennent contribuer à des campagnes de financement participatif, soit en capital, soit en prêt. Ce sont des investisseurs. Mais les autres, les donateurs, sont plutôt des contributeurs. Eux, ils sont seulement des contributeurs parce qu'ils viennent juste donner pour une cause. Donc, les engagements ne sont pas les mêmes. Il y a, d'une part, il y a la relation que vous allez tisser avec le porteur de projet sera avec des contreparties financières, des engagements sur peut-être du long terme ou sur une durée indéterminée, si c'est une question d'acheter des actions. Ou, voilà. Et dans l'autre cas, on aura le financement, on aura le don, on va juste contribuer sans vraiment engagement à la suite de la campagne. Donc, cette association de crowdfunding donne des labels il y a deux catégories de labels qu'elle donne aux porteurs aux plateformes de financement participatif pour permettre aux investisseurs et aux contributeurs de pouvoir les dissocier et savoir que ce sont des plateformes qui respectent des hauts standards en termes de confidentialité. Maxime parlait au début de confidentialité. Oui, il faut, comme j'ai dit, il fait bien de parler de l'afflux d'informations. C'est une peur que des porteurs de projets ont peut-être. Ils ont peut-être peur que leur projet soit divulgué. Même si leur projet n'était pas accepté, ils ont quand même peur que quand même leur idée soit divulguée. Eh bien, une fois que vous voyez qu'une start-up est régulée au moins au niveau de l'ACFA, ça sous-entend que cette plateforme-là respecte est une plateforme de confiance qui est enregistrée là-bas et qui a fait l'objet qui remplit tous les critères de l'AFCA, qui sont surtout des critères d'honorabilité. Ils veulent savoir si les dirigeants ont une expérience professionnelle. Ils veulent savoir si quel est le système d'information, le système qui est créé. Est-ce qu'il y a ils demandent aujourd'hui est-ce qu'il y a un plan de continuité, mais ce n'est pas un critère obligatoire. Mais le plan de continuité est pour moi un must, et un must qui devrait être dans les régulations. Voyez-vous, vous êtes dans une, et aujourd'hui c'est un must sur les plateformes étrangères. Si pour X raison vous voulez arrêter votre projet,
tout le monde, vous voyez bien les sites Internet aujourd'hui, comment ça fonctionne, comment on est dans, dans ce monde aujourd'hui digital. Du jour au lendemain, tout peut s'arrêter. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Un site Internet, une boutique que vous avez l'habitude de fréquenter sur Internet n'a plus de site Internet. C'est le site Internet qui fait aujourd'hui la boutique. Donc, ce site Internet, vous devez être garanti qu'en cas de problème, vous devez avoir des interlocuteurs. Et c'est ça le plan de continuité. C'est qu'en cas de problème, la start-up, la plateforme de financement participatif doit avoir mis en place un système qui permet qu'en cas de faillite, en cas de changement d'activité, il y ait un plan qui permette le dénouement de toutes les opérations avant la fin des activités totales de la plateforme. Pour moi, ça, c'est un plan qui doit être ça doit être une obligation dans la régulation. C'est un point que je portais aujourd'hui au niveau des autorités de régulation. Et voilà. Mais ce ne l'est pas aujourd'hui. Ce ne l'est pas aujourd'hui par l'ACFA. L'ACFA considère certainement que c'est une bonne chose, mais elle ne l'utilise pas comme une obligation. Donc, toutes ces obligations-là, en tout cas, tous les autres critères que l'ACFA a retenus pour labelliser ces entreprises-là apportent un gage de crédibilité sur les plateformes de financement participatif. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, il faut regarder les plateformes qui sont régulées par l'ACFA. Après, je pense que Bernard Mahmoud, il m'avait demandé une plateforme que je pourrais conseiller. D'emblée, je pourrais dire FiatUp. C'est une plateforme que je connais bien, je connais les dirigeants et je connais beaucoup de personnes. Je la recommande souvent parce qu'elle fonctionne très bien. Bon, c'est une plateforme qui est développée par un Africain, mais qui a un agrément français. Donc, il a le label de financement participatif en France. Donc, c'est une plateforme très de confiance que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai répondu. Merci, Jean-Yves. Et je crois qu'il nous reste… OK, d'accord. Juste qu'on s'assure qu'on a bien répondu à la question de M. Keyon-Gassien. Je crois qu'il nous reste 30 minutes avant de mettre un terme à ce webinaire. M. Keyon, est-ce que vous avez satisfaction par rapport à votre question? Oui, bien sûr. Merci. Okay. Merci à tous les deux. OK, merci. Donc, juste avant que je ne passe la parole à Ulrich Adouciba, peut-être en une minute, j'aimerais avoir une idée sur l'ancrage institutionnel de l'African Crowdfunding Association. En termes très clairs, qui est derrière l'African Crowdfunding Association? Est-ce que c'est l'Union africaine? Est-ce que c'est un collectif, disons, une initiative de plateformes individuelles, de promoteurs de plateformes de crowdfunding, qui est en fait derrière l'African Crowdfunding Association? C'était ma question. En une minute, s'il te plaît, Jean-Yves. Cette plateforme a été créée par des Sud-Africains à la base et qui, eux, ont formé des plateformes de financement participatif, un groupe de plateformes et aujourd'hui qui est financé par des organismes, pas par l'Union africaine, en tout cas pas à ce jour, mais qui est par le FSDA, qui sont des agents d'aide au développement britanniques qui financent régulièrement l'association pour des projets bien précis. Par exemple, pour pouvoir faire le label, pouvoir créer toute cette matrice, recruter le personnel, tout ça pour pouvoir créer le label africain. FSDA a donné de l'argent. FSDA aujourd'hui appuie l'association pour pouvoir permettre la régulation de certaines plateformes en Afrique de l'Est. Donc, l'FSDA, voilà, on peut dire aujourd'hui finance l'association. Mais l'association, aujourd'hui, va évoluer avec, on va dire, la représentativité de l'ensemble de plus de plateformes au niveau du conseil d'administration. Aujourd'hui, il y a près de 39 plateformes africaines qui sont membres de l'ACFA. 39 plateformes africaines de
des quatre coins du continent. Et l'évolution de la plateforme va être que ces entreprises-là vont être à l'intérieur du conseil d'administration. Parce que dans l'ensemble dans ce genre de plateforme, comme vous voyez dans tous les pays, un groupement d'associations de plateformes de crowdfunding doit avoir en son sein, dans la gouvernance, l'ensemble des plateformes pour qu'elles soient représentatives des plateformes africaines. Donc voilà un peu là. Merci Jean-Yves pour cet éclairage. Donc, je voudrais laisser la parole à Ulrich Adouciba pour poser sa question. Et merci pour la patience, la longue patience. Merci. Merci. Monsieur Ulrich Adouciba. Oui. Monsieur Ulrich Adouciba, vous avez la parole, s'il vous plaît. C'est vrai qu'il attendait depuis un bon moment. Je ne sais pas s'il est parti prendre un petit café. Allô? Allô? Oui, oui, Ulrich, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous, bonjour aux participants. En fait, je n'avais pas ouvert le micro, c'est peut-être pour ça que vous ne m'entendiez pas. D'accord. Merci. Je pense que le dernier intervenant a balayé quelque peu mes préoccupations, surtout concernant la réglementation. Je crois que je vais pas revenir là-dessus. Je comprends également que selon le type de financement, qu'il s'agit de prêt ou de participation, je crois que les droits des crowdfunders diffèrent. Mais je voudrais quand même savoir le pays dans lequel la réglementation existe. Est-ce que les crowdfunders ont un droit de regard dans la gestion? Parce que il ne suffit pas de mobiliser le financement et après, si la gestion se passe mal, si les fonds sont dilapidés, est-ce que voilà, les crowdfunders doivent rester les bras croisés ou bien déjà en amont, est-ce qu'ils ont un droit de regard dans la gestion et puis en aval, est-ce qu'ils ont la possibilité de poursuivre voilà, ceux qui ont géré les fonds? Parce que ça pose le problème de que l'on veut ou pas, c'est comme mobilisation de l'épargne publique. Donc, forcément, il faut que ceux qui apportent le financement par le biais du crowdfunding quand même soient protégés. Bon, j'avais parlé du risque que ce soit un vecteur de blanchiment. Bon, c'est vrai que j'ai dit qu'il y a une équipe de conformité souvent sur les plateformes. Ok, mais si oui, est-ce que quand ils découvrent qu'il y a quelqu'un qui veut faire du blanchiment, quelle est l'autorité de régulation qu'elle se porte pour faire les déclarations de soupçon et est-ce qu'il n'y a pas un risque si on découvre que voilà, dans le lot, il y a quelqu'un qui fait du blanchiment, c'est ça ne pénalise pas les autres crowdfunders qui apportent leur financement. Et voilà, j'ai un avant-dernier point. Pour ceux qui connaissent la tontine traditionnelle au Bénin, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui existent au plan local, hein, qui organisent la tontine aujourd'hui avec parfois même des structures de microfinance. Est-ce qu'on peut dire que ça s'assimile aujourd'hui à... c'est une forme de crowdfunding. Ça, c'est juste pour, comment on appelle la littérature, je voudrais savoir. Et un tout dernier point, ça, c'est ça qui me tient vraiment à cœur. Les théories sur le crowdfunding, nous en connaissons. Nous savons qu'il y a des plateformes. C'est peut-être pas, j'en connais pas tellement au Bénin. Dans la sous-région, j'entends parler, mais de façon pratique. Une description pratique, étape par étape, de la mise en place jusqu'à l'obtention effective du financement, de la gestion et, bien entendu, les modèles de réussite réels en Afrique francophone. C'est ce pas existe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait des questions intéressantes. Donc, je vais les répondre une par une. En termes de droit de regard pour les plateformes de financement, il faut dire que j'ai tendance à dire que ce n'est pas trop le métier de la plateforme
conseil, de s'ingérer dans la gestion de l'entreprise. Pourquoi? Parce que la plateforme, son but à elle est de mettre en relation un promoteur d'entreprise ou de projet à un agent à capacité d'investissement. Voilà son travail. Et son travail, ça s'arrête. C'est ça son travail. C'est ça le métier d'une plateforme. Et pour faire ce métier-là, elle investit, les gestionnaires de plateformes investissent dans des plateformes, investissent dans des ressources humaines pour pouvoir s'assurer de la bonne exécution de cette mission, avec des options qui vont rendre ils vont permettre l'interaction, par exemple, entre les porteurs de projets et les promoteurs. Ils vont aider le promoteur de projet à mieux vendre à mieux parler de son entreprise. Ils vont l'aider peut-être dans la rédaction. C'est un service qui peut être sollicité auprès des plateformes à la rédaction d'un business plan, qui vont l'aider à parler clairement de ses chiffres. Bref, qui va aider l'entreprise à mieux se faire vendre. Et de l'autre côté, qui va essayer d'attirer des membres. C'est ça. Attirer plus de membres et avoir un plus grand nombre de promoteurs de projets qui y sont publiés pour, au final, avoir un plus grand nombre de projets financés. À partir du moment où une entreprise a un grand nombre de projets financés par rapport aux projets qui lui sont soumis, c'est une plateforme qui est impeccable. C'est une plateforme qui fait un très bon travail. Donc, elle n'a pas vraiment de droit de regard en amont. Elle veut s'assurer de la véracité, l'authenticité des documents qui y sont apportés par les entrepreneurs et sans trop émettre du jugement, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, c'est pas parce qu'on va parler de jouets ou de jeux vidéo, vous savez, et c'est pour moi, c'est dans ça que la magie s'opère. Quand vous parlez de jeux vidéo à un banquier, il est réfractaire un peu parce que jeux vidéo, est-ce que ça c'est rentable? Quand vous parlez d'une pâtisserie, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi on parle. Donc, il a tendance à se dire une pâtisserie, ça peut être rentable, ça peut être truc, mais jeux vidéo, est-ce que c'est rentable? À partir de ce moment-là où il se dit est-ce que c'est rentable, il fausse le jeu parce qu'il donne pas il n'est plus objectif. Il a déjà un parti pris. Il a un parti pris pour des choses qu'il connaît. La finance participative, les gestionnaires de projets n'ont pas de parti pris. Eux, ils veulent s'assurer que ils veulent s'assurer que c'est la bonne information que vous communiquez au public, que c'est la bonne information. Donc, en amont, ils n'ont pas de droit de regard. En aval non plus, ils n'ont pas de droit de regard. Mais je dois reconnaître que les plateformes en Afrique essaient d'avoir un droit de regard en aval. Pourquoi? Parce que ça a tendance à entacher leur image. Quand on sait que une telle entreprise a été levée via cette plateforme de financement participatif et en un mois, en un an ou en 3 mois, elle a fait faillite. Ça veut dire que c'est vrai qu'elle a fait son travail. Son travail, c'était de mettre en relation deux types d'acteurs, mais on va dire que ces entreprises-là font faillite chez eux. Vous voyez, les Africains, chez eux, là, c'est tout le temps la faillite. Donc, on a aujourd'hui certaines plateformes, je ne dis pas toutes parce que ce n'est pas une obligation, certaines plateformes qui proposent des services de ce qu'on appelle du suivi post-investissement. Ils proposent des services aux plateformes, notamment dans la rédaction de reporting, des reportings trimestriels, semestriels et annuels, pour pouvoir informer constamment les entrepreneurs sur les fonds qui ont été faits et pour obliger la tenue d'assemblées
générale avec la holding et les représentants de la holding qui a pris la participation au nom de tous ceux qui ont investi dans ce projet-là, et pour pouvoir essayer d'apporter, d'avoir un droit de regard dans les décisions qui sont prises au niveau de l'entreprise. Donc, en aval, oui. En aval, oui, un grand nombre d'entreprises, de plateformes essaient d'avoir un droit de regard sans pour autant donner leur avis. Mais on va dire qu'elles vont prendre des initiatives pour communiquer, surtout en termes de communication, comme je vous ai parlé de reporting, c'est en termes de reporting, et forcer la main, à la nouvelle entreprise constituée, aux dirigeants de la nouvelle entreprise constituée, afin que les investisseurs puissent intervenir dans la gestion de l'entreprise, de la gestion au niveau, tout du moins stratégique de l'entreprise. Poursuite, elle poursuit l'entreprise. Généralement, les plateformes de crowdfunding auraient le mandat de poursuivre les entreprises qui ne respectent pas leurs engagements en crowdlending. Parce que ne pas respecter ces engagements en capital, et c'est très difficile de prouver que l'entreprise n'a pas respecté ses engagements. C'est tout mon idée pour moi de bien choisir l'entreprise dans laquelle vous allez. Parce que la promesse qu'elle vous fait, elle ne fait que deux promesses. La première promesse, c'est ce que je vous ai dit, elle vous promet qu'elle va augmenter la valorisation des actions que vous avez. C'est la promesse de l'entreprise. Avec les actions que je vais mener à court terme, je vais pouvoir augmenter la valorisation de vos actions qui vont vous permettre de sortir plus tard. Ou je vous promets que dans le futur, vous allez avoir des bénéfices. Donc, même si l'entreprise aujourd'hui prend des décisions qui ne vous paraissent pas les plus indiquées, elle peut toujours se justifier pour dire qu'elle va, à terme, remplir ses engagements qu'elle a pris auprès de vous, à savoir la valo et les dividendes. Donc, vous voyez, en termes d'equity, c'est très difficile de poursuivre une entreprise. Donc, d'où l'idée de vraiment savoir dans quel type de mariage vous voulez avoir. Et il est plus facile en crowdlending parce que en crowdlending, c'est simple, tout est connu à l'avance. Les échéanciers, les montants de remboursement. Donc, à partir du moment où ce qui vous est dit ne vous a pas été donné à temps, vous pouvez, les plateformes ont une approche qui est graduelle. D'abord, elles saisissent l'entreprise pour parler un peu on va aller plus en détail sur le crowdlending. Les entreprises, ce n'est pas l'entreprise qui vous rémunère directement, c'est la plateforme. Donc, l'entreprise paye la plateforme qui, elle, va payer la plateforme ou le gestionnaire des fonds. Souvent, c'est une banque qui est adossée à la plateforme qui fait cette opération. Donc, elle doit recevoir cet argent-là à une échéance bien avant de vous retransférer l'argent aux différents clients. Pourquoi généralement ils font ça? Pour permettre à la plateforme de mettre la pression à l'entreprise au cas où l'échéance n'est pas respectée à leur niveau. Donc, si au 25 du mois, c'est l'échéance qui a été retenue pour que l'entreprise qui a pris de l'argent paye la plateforme, au 25, si l'argent n'est pas arrivé, elle a encore peut-être un délai de 5 jours jusqu'à la fin du mois pour échanger avec la plateforme de sorte à ce qu'on évite le défaut de paiement à la fin du mois. Donc, c'est échanger avec la plateforme, échanger avec les banques, ou en tout cas, au moins,
avoir une marge de manœuvre avant que le problème se passe au niveau client. Et généralement, voilà, s'il y a eu il peut y avoir aussi des jours fériés où le virement devait venir, qui n'est pas venu. Donc, on se donne une période avec une période en amont entre la plateforme et l'entreprise qui doit faire le remboursement avant de le donner au prêteur. Donc, c'est à ce niveau-là que si cet engagement-là n'est pas respecté, s'il y a eu un retard, on parle de poursuite. En termes de ce que j'avais peut-être omis de dire dans la réglementation, en l'absence de réglementation, la zone CEMAC particulièrement a organisé aujourd'hui un comité de surveillance qui se réunit de façon périodique et avertit le grand public sur les mauvaises plateformes. Parce qu'ils ont mis un comité de veille là, qui suit toutes les plateformes, tout ça. Et dans l'ouvrage, je parle d'une des plateformes que j'ai suivies qui avait développé un projet qui a été contraint de fermer parce qu'elle a été vue. On savait qu'elle faisait des activités un peu pas très claires sur des montants faramineux. Il n'y a pas eu de preuve que c'était de la fraude, mais la consumer a demandé la fermeture de ça. Donc j'ai parlé post-investissement. Et puis, pour finir, le dernier point, c'est sur la tontine. Vous avez dit qu'aujourd'hui, au Bénin, il y a un grand nombre d'entreprises qui géraient les tontines un peu en ligne. Et est-ce qu'il y avait une différence entre les tontines et le financement participatif? C'est un point de l'ouvrage, c'est une idée reçue entre tontine et financement participatif, à laquelle j'ai vraiment répondu et pour lequel j'ai été formel. Bien qu'aujourd'hui, il y a certains économistes et financiers qui, sans vraiment connaître le financement participatif, disent que effectivement, la tontine, le crowdfunding, c'est l'évolution de la tontine. Je suis formel, ce n'est pas l'évolution de la tontine. Le crowdfunding et la finance et le financement participatif sont deux modèles où on demande la participation collective qui sont, c'est vrai, ils sont d'une époque différente, mais qui sont fondamentalement différents dans leur façon de fonctionner. Alors, la tontine, dans un cas, demande à avoir un nombre limité de personnes avec des échéances et un style de fonctionnement dans lequel, tour à tour, chacun doit prendre la mise. Une mise qu'on décide et tour à tour, on se donne cet argent, on contribue de sorte à que tour à tour, chacun ait reçu l'ensemble de la mise du groupe à un moment donné du cycle tontinier. Et une fois que tout le monde a eu sa mise, le cycle tontinier s'arrête. Soit on continue, soit on recrute de nouvelles personnes, ou voilà, soit on augmente la mise, etc. Le financement participatif, il est totalement différent. C'est un projet, et la tontine, ce sont des projets individuels. Vous avez votre projet, vous avez besoin d'argent pour le financer. Donc, vous cherchez à un moment donné qu'avec la mise de tout le monde, vous puissiez financer votre projet. Le financement participatif, c'est un projet même qui est en soi collectif. Je décide de partager mon idée avec vous et je recherche des associés. Je ne recherche pas à ce que vous me financez et prendre votre argent et puis disparaître. Non, je veux que nous faisons un chemin ensemble. Et la différence du financement participatif ne limite pas le nombre de participants. Bien au contraire, il donne la possibilité à un plus grand nombre de participer à vos campagnes de financement. Il permet à des personnes qui ne se connaissent même pas de pouvoir s'unir sur un but précis. La tontine, vous vous connaissez. Vous connaissez, vous avez l'habitude de vous voir. Et c'est toujours dans un groupe assez restreint. Or, le financement participatif, c'est un groupe de divers horizons qui peuvent ne pas se connaître, qui peuvent être en Europe et qui peuvent être aux États-Unis et avoir les mêmes intérêts pour cheminer ensemble. Pour moi,
c'est très différent. Il y a beaucoup de... il y a d'autres points, évidemment, qui les différencient, mais fondamentalement, c'est ce que je voulais dire sur cette question précisément. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Yves. Je crois qu'il nous reste juste 8 minutes pour clore ce webinaire. Je voudrais m'excuser vis-à-vis des participants. Je vois encore une foison de questions dans le chat box. Je vais poser une, peut-être autoriser M. Giresse, avocat d'auteur, à poser la sienne avant. Et voilà, il faudrait justement que dans 8 minutes, nous puissions terminer. Donc, Giresse, allez droit au but, s'il vous plaît, par rapport à votre question. Merci. Je crois que j'ai vu les questions. Allô? Je peux peut-être les répondre au fur et à mesure. Aujourd'hui, Oui. je peux dire qu'il n'y a pas encore, c'est vraiment une industrie qui est naissante. Il n'y a pas encore même de structure d'appui, d'accompagnement aux entrepreneurs dans l'élaboration des projets qui permettraient de facilement être pris dans des financements participatifs. À part des incubateurs. Aujourd'hui, quand vous êtes dans des incubateurs, les incubateurs vous aident à bien structurer vos projets pour qu'ils soient aujourd'hui acceptés par tout ce qui est venture capitaliste. Donc, je peux dire que ce sont eux qui peuvent être considérés comme des structures d'appui et d'encadrement. Tout ce qui est incubateur de start-up, appui à l'aide aux start-up, etc. Mais ils ne sont pas spécifiques pour le crowdfunding. Ils sont généralistes pour tout ce qui est financement venture capital. Donc, voilà. De tête, là, je pense à une structure qui s'appelle Impact Hub. C'est une structure, je ne sais pas si vous connaissez ça, bon, il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Mali. Mais toutes les agences de développement ont des structures un peu pour la start-up. Tout ce qui est un peu lié. J'ai parlé tout à l'heure de Piment Cam qui a fait une levée de fonds de 10 millions. J'ai parlé je vais parler de Constantia. C'est une plateforme camerounaise qui est dans une activité très simple. Hein. C'est le nettoyage. C'est le recrutement de nounous, de personnel de maison, tout ça qui a fait une levée de fonds qui marche très bien, qui se développe de près de 6 millions, si je me trompe, si mes souvenirs sont bons. Ce sont des entreprises qui ont développé des fonds. J'ai parlé tout à l'heure de ceux dont je parle. Tout ça, ce sont des entreprises qui ont levé des fonds, qui sont des produits africains, des chaussures, des habits. C'est pour ça que je parlais, d'entrée de jeu, je voulais vous montrer des cas concrets d'entreprises qui fonctionnent bien. Je ne sais pas si vous avez connu l'entreprise qui s'appelle Kiro Game Robuntu. Ils font des jeux vidéo au Cameroun. C'est une entreprise qui a bénéficié de financement participatif, de qui je peux parler, Bon, malheureusement, il y a des entreprises bon, par exemple, Mon Linge, c'est une entreprise au Cameroun qui fait des laveries, des laveries de quartier. Ils ont des machines à laver. Vous allez, au lieu d'avoir une machine à laver à la maison, vous allez pour utiliser les services de Mon Linge. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises comme ça qui ont créé leur projet par financement participatif. Sur FiatUp, j'ai recommandé il n'y a pas longtemps une connaissance à utiliser ce projet pour un projet de levée de fonds en Côte d'Ivoire qui est en train de prendre forme. Dans les jours à venir, ça sera publié. Il y a une industrie qui fait je crois que c'est avec la larve des animaux, quelque chose comme ça, en tout cas, qui a levé $5 000. Avec ce FiatUp, en fait, même si ce sont des projets ivoiriens ou béninois ou togolais,
les prix seront en euros. Les fonds seront en euros que vous pourrez traduire, enfin, qui vous seront reversés en CFA, mais je veux dire, on parle en euros. Donc, ils ont relevé 5 000 euros voilà, ils sont basés en Côte d'Ivoire, à Boissou. C'est une ville pas loin d'Abidjan, de la capitale, qui se développe avec les fonds levés en crowdfunding. Donc, aujourd'hui, pour voir les expériences des entreprises qui ont reçu le financement participatif, moi, j'ai même tendance, souvent, pour un peu m'amuser, à rechercher les plateformes de financement participatif et aller dessus et avoir celles qui ont reçu du financement et juste aller taper sur Internet pour voir aujourd'hui ce qu'elles font. Moi, c'est comme ça que je fais. Parce que toutes les plateformes de financement participatif laissent toujours les traces des entreprises qui ont échoué, qui ont reçu le financement. Donc, vous pouvez aujourd'hui savoir celles qui existent toujours, celles qui n'existent plus, etc. Mais en tout cas, vous avez l'historique de toutes les entreprises financées, que ce soit sur notre plateforme Guinty Invest, que ce soit sur Fiatop, que ce soit sur Ukala, que ce soit sur Sikiwa, enfin, toutes les plateformes africaines, vous avez l'ensemble des fonds qui ont été levés et avec les noms des entreprises sur lesquelles vous pouvez aller voir vraiment celles qui fonctionnent aujourd'hui. Et puis même par curiosité, essayer de changer avec les directeurs, les dirigeants d'entreprise, parce que certaines, par exemple, sont dans une phase de faire de nouvelles campagnes, des campagnes, de nouvelles campagnes de financement participatif, parce que voilà, si vous cherchez à lever des montants conséquents, comme, je ne sais pas moi, 100 millions, avec la réglementation en place des marchés financiers, à partir de 50 millions, vous êtes dans l'appel public à l'épargne. Donc, si vous voulez lever 100 millions, vous ne pouvez faire que sur 2 phases, sur 2 périodes. Donc, il est important d'essayer d'échanger avec les différentes entreprises, de serait-ce même que par curiosité, vous verrez un peu ce qu'ils ont, comment ça fonctionne après l'obtention des fonds. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, M. Abo Kandoto. Merci, Jean-Yves. J'avais une question, mais malheureusement, le temps file, je crois. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, bref, au cours de cette séance qui a duré pratiquement 2 heures, nous avons essayé de définir ce que c'est que le crowdfunding à la lueur, justement, d'un ouvrage écrit par le conférencier Jean-Yves Naka. Voilà, le financement participatif, enjeu de développement pour l'Afrique. Donc, nous avons eu à définir ce que c'est que le crowdfunding. Nous avons également essayé de faire un état des lieux. Nous savons, par exemple, aujourd'hui, les pays africains dans lesquels le crowdfunding, une législation en place, on a cité par exemple le Maroc, la Tunisie, l'île Maurice, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la zone UEMOA et la zone CEMAC. Il n'y a pas à proprement dit une réglementation, mais il y a quand même des plateformes de crowdfunding qui opèrent, que ce soit des plateformes de crowdfunding internationales ou des plateformes de crowdfunding locales. Nous avons fait la distinction entre différentes formes de crowdfunding, notamment le lending, l'equity, donc la participation, et également le don, le crowd donation. Donc, nous avons également évoqué les process opérationnels, donc comment une campagne de crowdfunding peut être organisée, quels sont les risques qu'encourent les promoteurs de crowdfunding. Donc, nous sommes longuement revenus sur le risque de fuite d'informations, comment il peut être mitigé. Nous avons également levé quelques préjugés sur le crowdfunding, notamment pour ce qui concerne le blanchiment d'argent. Nous savons aujourd'hui qu'il y a quand même des équipes de conformité derrière des plateformes de crowdfunding. Les process d'instruction de dossiers de crédit, pour ce qui concerne le lending, elles s'apparentent plus ou moins à ce qu'on observe dans les banques commerciales, à la grande différence qu'au niveau d'une plateforme de crowdlending, on ne nous demandera pas de garantie. Donc, nous avons également évoqué le cadre réglementaire. Voilà, aujourd'hui, nous avons une institution qui est l'African Crowdfunding Association, qui est soutenue par une agence de développement, basée en Angleterre, voilà, excusez-moi. Donc, le siège est en Afrique du Sud. Donc, aujourd'hui,
African Crowdfunding s'investit à accompagner les régulateurs, pratiquement 17 régulateurs financiers, dans la mise en place, la définition d'un cadre réglementaire. Et ça se fait à travers des certifications qui peuvent être accordées à des plateformes de crowdfunding pour pouvoir rassurer les investisseurs. Le risque, il y a un risque à investir sur une plateforme de crowdfunding. Les investisseurs doivent savoir qu'ils peuvent perdre de l'argent. Ça a été clairement indiqué au cours de ce webinaire, mais voilà, il y a quand même pas mal de techniques et également des cadres réglementaires qui se mettent en place pour pouvoir mitiger ce risque. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir de ce webinaire qui a duré pratiquement 2 heures. Et je voudrais remercier le conférencier, M. Jean-Yves Naka, pour le temps qu'il a voulu consacrer pour nous entretenir sur l'état du financement participatif en Afrique. J'invite tous les participants à, disons, acheter ce livre. C'est vrai qu'on ne fait pas de la publicité ici, mais voilà, vous avez le livre qui est disponible en ligne. Voilà, il coûte à peine 10 000 francs. Vous aurez tout sur les enjeux du financement participatif en Afrique. Merci encore à Jean-Yves Naka pour le temps qu'il nous a consacré. Merci beaucoup à tous les participants. Merci beaucoup, M. Lokossi. Merci pour tous les efforts que vous faites dans la sensibilisation. Je pense que c'est grâce à ce genre d'initiative que aussi nous allons arriver, parce qu'il faut le dire, il faut aussi des gens comme vous qui... Là, on a perdu Jean-Yves quelques secondes. Jean-Yves? Des banques et d'autres acteurs de crédit traditionnels. Merci beaucoup pour vos efforts. Merci à tous, parce que je pense que c'est tous ensemble que nous allons y arriver. Merci encore et bon week-end. Merci Jean-Yves. Merci, chers participants. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions très sincèrement. Et on se dit à très bientôt, à l'année prochaine, à 2023, pour de nouveaux webinaires DFI en français. Merci. Au revoir.